Vous regardez Al 24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le président algérien Abdelmajid Tebboune présente ses condoléances suite au décès de l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabaha, à l'âge de 86 ans. Économie, l'Algérie rejoint officiellement l'initiative de commerce guidée dans le cadre de la concrétisation effective de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Andry Rajoelina est désormais officiellement président de la République de Madagascar pour un second mandat. Il a prêté serment ce samedi dans la capitale Antananarivo. Et enfin, le verdict est tombé ce samedi. Les États de l'Afrique centrale ont annoncé maintenir la suspension du Gabon, une sanction qui fait suite au renversement du président Ondimba en août dernier. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a présenté ses sincères condoléances à son Altesse Cheikh Mash'al Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, prince héritier de l'État frère du Koweït, suite au décès de l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, à l'âge de 86 ans, après un mandat de 3 ans à la tête du pays. Et on en parlait en titre, le ministre algérien du Commerce et de la promotion des exportations, Taïeb Zitouni, a annoncé ce samedi l'adhésion officielle de l'Algérie à l'initiative de commerce guidée dans le cadre de la concrétisation effective de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. En vertu de cette adhésion, les opérateurs économiques peuvent effectuer des échanges commerciaux avec leurs homologues des pays partenaires de l'initiative sans contrainte douanière, conformément à l'accord de la ZLECAf. Le président tunisien Kais Saïed est revenu vendredi sur la révision de la loi sur la conciliation pénale lors de sa réunion avec le chef du gouvernement Ahmed Hachani, le ministre de la Justice Leïla Jaffel et la ministre des Finances Siham Namsiya au palais de Carthage. Le chef de l'État tunisien a déclaré que ceux qui sont concernés par la conciliation pénale doivent rembourser l'argent du peuple tunisien et quitter la prison par la suite. On continuera avec la même détermination et sérénité jusqu'à l'assainissement de tout le pays. Les dilapidateurs seront jugés. Cette loi sur laquelle on se penchera permettra de récupérer l'argent du peuple et qu'ils sortent de prison s'ils le veulent. Le président Kais Saïed s'est d'ailleurs engagé à mener une guerre implacable contre ceux qu'il a qualifiés de perturbateurs. Il dit connaître bien les lobbies qui opèrent à travers de nombreuses associations ou médias, soulignant que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est nettoyer le pays. Nous allons mener une guerre sans relâche contre tous ceux qui dilapident l'argent public, qui jusqu'à aujourd'hui continuent de se cacher derrière ceux qui les couvrent. Et je connais parfaitement les lobbies déguisés sous forme d'associations et les médias encore. Le centre de décision doit savoir qu'on connaît son existence et il ne sera pas à l'abri d'un jugement. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a procédé au lancement officiel de la stratégie nationale de lutte contre la corruption dans le pays. Structurée autour de 4 axes stratégiques, elle a pour vision de doter le Mali de mécanismes opérationnels afin de lutter efficacement contre la corruption. L'occasion pour Choguel Maïga de saluer les différents acteurs pour les efforts consentis tout en invitant à intensifier les efforts contre ce fléau. Écoutez. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption et la délinquance financière est devenue une réalité grâce à l'engagement des autorités de la transition, accompagné en cela par les organisations de la société civile, le secteur privé, sur lequel je compte beaucoup personnellement, les populations maliennes disent, et les responsables à tous les niveaux.
Ce peuple exige la redevabilité de la part des responsables. La stratégie nationale de lutte contre la corruption est conçue et voulue comme un outil d'amélioration de la gouvernance publique, visant à mettre en œuvre l'ensemble des mesures de prévention, de contrôle et de lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Conflit au Soudan, les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide ont gagné vendredi la périphérie de Oued Madani, ville épargnée jusqu'ici par les violences où des centaines de milliers de Soudanais ont trouvé refuge. Selon des médias locaux, l'armée a empêché les civils d'entrer dans la ville, survolée par des avions de chasse et où des explosions ont été entendues. Andry Rajoelina est désormais officiellement président de la République de Madagascar pour un second mandat. Élu avec 58,96% des voix lors du premier tour de l'élection présidentielle du 16 novembre dernier, il a prêté serment au cours d'une cérémonie d'investiture tenue ce samedi matin au grand stade de la capitale Antananarivo. Dans son discours, le président a tenu à remercier tous ceux qui ont voté pour lui et l'ont reconduit au pouvoir pour entamer un second quinquennat. Regardez. Ny firaisapireneny sy ny zoan'olombelona mianinao fa hanaja sy hitandrina. L'élection à Madagascar a été un témoignage de la maturité démocratique de notre nation. Le processus s'est déroulé dans la sérénité, d'une manière pacifique et exemplaire. C'est un signal fort de la volonté du peuple malagasy d'avancer dans la continuité d'un environnement de paix et de stabilité. Mais malgré les défis qui se sont dressés sur notre chemin durant les 5 dernières années, la pandémie, la sécheresse, les cyclones dévastateurs et même les coups bas et trahisons politiques, nous avons avancé, bâti et construit, mais surtout réalisé des infrastructures proches et utiles à la population dans tous les districts, jamais réalisés à Madagascar. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a annoncé vendredi maintenir la suspension du Gabon, une sanction prononcée à la suite du renversement du président Ali Bongo Ondimba par des militaires en août dernier. La levée de cette sanction aurait représenté un premier pas vers une réintégration sur la scène internationale. Tout en tenant compte du caractère paisible et inclusif de la transition politique en cours en République gabonaise et de la nécessité d'accompagner cet État membre vers un retour à l'ordre constitutionnel, la conférence a décidé de maintenir la décision de suspendre la participation du Gabon aux activités de la communauté jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel conformément au texte de la communauté et de l'Union africaine. La conférence a suivi la présentation du chronogramme de transition en République gabonaise faite par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition en République gabonaise. La conférence a pris acte de l'engagement du président de la transition en République gabonaise à œuvrer au maintien de la durée de la transition à 24 mois fermes. Et s'agissant de la délocalisation du siège de la communauté à Malabo, en Guinée équatoriale, aucune décision n'a été prise pour le moment. L'évolution de la situation humanitaire est plutôt positive, selon le président de la CEAC. S'agissant de la décision relative à la délocalisation provisoire du siège de la communauté à Malabo, en Guinée équatoriale, la conférence a tenu compte de l'évolution positive et encourageante de la situation politique et sécuritaire actuelle en République gabonaise et a décidé de s'asseoir à sa mise en œuvre jusqu'à nouvel ordre.
Le Conseil de sécurité a accepté que la mission de l'ONU en République démocratique du Congo apporte un appui logistique aux élections du 20 décembre, tel que demandé par Kinshasa, néanmoins dans la limite de ses ressources existantes. Le mandat de la MONUSCO, encore présente dans 3 provinces de l'Est, en proie à des violences armées, lui permet de procurer dans ces régions un appui au processus électoral. À noter que la commission électorale de la RDC reste déterminée à conduire le processus électoral jusqu'à son terme. Le Congrès devant élire ce samedi le nouveau chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, principale formation d'opposition dans le pays, a été suspendu par la justice à quelques heures de son ouverture. Selon une ordonnance du juge des référés du tribunal d'Abidjan, l'événement a été suspendu en raison d'irrégularités dans la liste des congressistes chargés d'élire le nouveau président du parti, 4 mois après la mort d'Henri Konan Bédié, son ancien leader. La mission de transition de l'Union africaine en Somalie est prête à reprendre la deuxième phase du retrait de ses troupes du pays d'ici la semaine prochaine. L'ATMIS a déclaré vendredi qu'elle retirait de la Somalie 3000 soldats supplémentaires et transférait aux forces de sécurité somaliennes le contrôle de plusieurs bases militaires d'ici au 31 décembre. Et ce drame en Zambie, plus de 30 personnes ont été piégées sous les décombres lors de l'effondrement d'une mine à Chingola, dans le nord du pays. 11 mineurs ont déjà été déclarés morts. Le gouvernement demande néanmoins aux familles des victimes de garder espoir. Imen Merad. Le bilan de l'effondrement d'une mine début décembre au nord de la Zambie ne cesse de s'alourdir. Un effondrement survenu dans une région connue pour posséder l'une des plus grandes mines de cuivre à ciel ouvert au monde. Les secouristes ont tenté de dégager les travailleurs ensevelis après un glissement de terrain. Selon l'unité nationale de gestion des catastrophes, les travailleurs n'avaient pas de permis. Il était donc extrêmement difficile de les identifier et de les recenser. Cette butée s'est effondrée à l'intérieur et cela a provoqué et créé une très grande cavité. Nous pensons que sur ce site, nous avons 9 de nos collègues que nous devrons extraire. Les familles zambiennes tentent de faire leur deuil. Ne pouvant enterrer les personnes disparues, elles appellent les autorités à leur venir en aide pour retrouver les corps des victimes. Le gouvernement devrait nous aider à récupérer les corps qui se trouvent sous cette mine. Il devrait nous aider en tant que parents. Nos cœurs se courbent, nos esprits ne savent plus quoi penser et nous ne savons plus par où commencer. Le gouvernement devrait nous aider à récupérer nos enfants afin que nous sachions où nous les enterrons. À ce jour, seulement quelques corps ont été récupérés lors de l'accident du 1er décembre. Le gouvernement espère toujours trouver des survivants. En raison de la fragilité du terrain, l'opération de sauvetage est freinée. Les militaires et d'autres membres de grandes sociétés minières travaillent avec une extrême prudence. Le temps reste leur premier ennemi. Économie, le taux d'inflation au Nigeria s'élève dangereusement, s'établissant selon le Bureau national des statistiques à 28,2% au mois de novembre contre 27,33% le mois précédent. L'indice des prix à la consommation du pays, un indicateur principal de l'inflation, a augmenté quant à lui d'environ 7,73 points de pourcentage par rapport au taux de 21,47% en novembre 2022. Sport football, les 24 pays qualifiés à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire devront transmettre la liste définitive des 27 joueurs sélectionnés au plus tard le 3 janvier 2024, soit 10 jours avant le coup d'envoi de la compétition. La CAF a annoncé dans un communiqué que les 24 équipes engagées à la CAN 2023 ont soumis une liste provisoire de 55 joueurs à la fin de la date limite, fixée au 14 décembre 2023. Grande nouveauté pour cette édition, les sélectionneurs pourront convoquer 27 joueurs au lieu de 23 lors des éditions précédentes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actu continue sur Al24 News. À demain.